Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. Je sais pas si l'histoire est non résolue ce matin, mais je ne prendrai la résolution suivante que je n'ouvrirai pas cette fameuse boîte de 10 books que tu nous as amenée ce matin. Tu as décidé de ne pas l'ouvrir? Ah, c'est dommage. Écoute, je te remets un peu... Non, mais je vais pas me ramasser comme dans le film, être possédé, moi, là. Écoute, j'essaie de faire une présentation des éphémérides. Donc, aujourd'hui, on est en mars. Je te ramène en mars 2003. Mars 2003, un curieux objet fait son apparition sur le site de vente en ligne eBay. Il s'agit d'un cabinet à vin qui date des années 50-60. Il fait à peu près 45 cm de haut, une trentaine de centimètres de large et 20 cm de profondeur. Il a, sur sa façade, il y a 2 portes. Les portes n'ont pas de poignée. Il y a simplement une sorte de motif qui représente du raisin. Et en dessous, un tiroir avec une poignée en laiton. Et l'auteur de l'annonce, en fait, il commence l'enchère à $1 et il y a une longue mise en garde qui est faite à propos de la boîte. Et pour bien comprendre cette mise en garde, François, je te ramène en septembre 2001. Notre bonhomme en question s'appelle Kevin Mannis. Il est propriétaire d'une petite boutique d'antiquités à Portland, en Oregon, et il fait le tour de ce qu'on appelle ici les ventes de garage, une vente débarras. Et à un moment donné, il apprend qu'il y a une vente de garage qui se fait chez une famille juive qui habite le nord de Portland. Il se rend là et on a placé les items à vendre sur des palettes en bois et on vend par lot. Donc, tu peux pas choisir ce que tu veux, t'achètes le lot. Donc, ce Kevin Mannis, pour $20, achète un lot qui contient un vieux coffre, quelques petits trucs, et notamment ce fameux cabinet à vin qui est refermé par une chaîne et un petit cadenas. Donc, Kevin Mannis achète ces objets et au moment où il est en train de les mettre dans sa camionnette, une femme s'approche et elle lui explique qu'il a acheté un lot d'objets qui appartenait à la grand-mère décédée à l'âge de 103 ans. Et elle lui dit, « Je vois que vous avez parmi ces objets la fameuse boîte à 10 books. » Kevin Mannis est d'origine juive. Il connaît bien les 10 books. Les 10 books, ce sont des âmes errantes, des espèces d'esprits malveillants qui cherchent à prendre possession particulièrement des femmes et des pécheresses. Donc, il dit, la boîte à 10 books, la dame raconte que sa grand-mère a survécu au camp de concentration de la mort, elle a immigré en Espagne, revenue aux États-Unis, et quelque part dans ses pérégrinations, elle s'est retrouvée avec cette boîte qui contiendrait à l'intérieur un esprit malveillant. Alors Mannis lui propose de lui redonner la boîte, elle ne veut pas, elle dit, vous l'avez, vous la gardez. Mannis amène la boîte chez lui et fait sauter le cadenas et décide d'ouvrir la boîte. Comme je l'ai mentionné, c'est une boîte curieuse. Elle n'a pas de poignée. Alors, je t'invite à tirer le tiroir. Je vais juste m'approcher. Donc, tu tires le tiroir. Tu tires le tiroir très doucement. Un mécanisme à l'intérieur va ouvrir la boîte. Et quand on ouvre la boîte, Kevin Mannis trouve à l'intérieur une pierre sur laquelle, en lettres dorées, est écrit le mot shalom, en hébreu. Oui. Il y a également une espèce de chandelier en verre vert, de couleur verte. Les pieds de ce chandelier sont faits comme des tentacules. C'est très, très rare. Il y a une espèce de petit calice, 2 pièces de monnaie, des sous noirs américains qui datent des années 20, une rose séchée et des mèches de cheveux blondes et brunes attachées avec des ficelles. Alors, il reste juste quelques poils de cheveux là-dedans. Pas d'odeur de soufre, rien de particulier. Là. C'est une drôle d'odeur qui sort de l'appareil. Donc, Kevin Mannis ouvre ça. Il est un peu déçu, tu comprends? Mais il met la boîte de côté. Comme sa mère, c'est l'anniversaire de sa mère, et que sa mère aime ce genre de petites babioles, il décide donc d'offrir à la mère la fameuse boîte. Dès qu'elle a la boîte, elle est victime d'un ACV. Okay. Et là, sur son lit d'hôpital, moribonde, elle dit à Kevin Mannis, c'est ta boîte, c'est la faute de la boîte, c'est le 10 book. Et là, au cours des semaines, Kevin Mannis va essayer de se débarrasser de la boîte. À toutes les personnes à qui il confie la boîte, ces gens-là tombent malades. Et éventuellement, il décide de s'en débarrasser. Mais comme c'est un objet religieux, il ne veut pas le détruire. Donc, on se retrouve en mars 2003. Christian Page l'a acheté. Donc, et voilà en mars 2003, la boîte apparaît sur Internet et elle va être vendue à plusieurs propriétaires. Elle va inspirer un film à Hollywood en 2014, La Possession. On écoute la bande-annonce. Salut. T'es en retard. Chérie, on y va. Je les ramène dimanche en début d'après-midi.
est-ce que je peux l'avoir? Tout ce que tu veux, Trésor. Il y a quelque chose là-dedans. C'est étrange, il n'y a aucun assemblage. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui a fait ça ne voulait pas qu'on puisse l'ouvrir. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Ce sont des inscriptions en hébreu. C'est écrit Dibouk. Ça veut dire démon en hébreu. Une fois qu'on a ouvert cette boîte, des gens se mettent à mourir. Papa! On l'entend, Shalom. Ouais. Mais la petite fille qui est... en fait, là c'est les voix francophones qu'on entend, mais c'est Jeffrey Morgan qui joue dedans, Kara Sedgwick. Mais la petite fille qui joue le rôle de M, qui reçoit d'ailleurs... Qui achète la boîte, en fait, qui devient pas obsédé par la boîte et qui l'ouvre. Elle avait un nom prédestiné quand même. Elle s'appelle Natasha Calice. Et justement, dans la boîte, il y a un petit calice qui fait partie des objets qui étaient là. Est-ce que tous les gens qui l'ont possédé, moi j'en suis le 4e ou 5e propriétaire, tous les propriétaires précédents ont tous connu leur période de malchance, de drame épouvantable. Ça fait combien de temps tu l'as? Et moi, ça fait 4 ans que je l'ai acheté. Je l'ai acheté au dernier propriétaire connu, Jason Axton. Est-ce que la boîte est encore maléfique? Est-ce que les démons sont encore dans la boîte? Écoute, François, moi, je n'ai jamais ouvert la boîte comme tu l'as fait. J'évite de l'ouvrir, tout simplement. Bon, bye! Et tout ça pour te dire que même chez moi, des gens viennent, ils ne veulent même pas s'asseoir près de la boîte, justement à cause de toute la superstition qui tourne autour de la boîte. Bon. Il est fin, hein? Alors, je te souhaite un excellent week-end. Un beau smack, Mais effectivement, c'est devenu l'objet le plus diabolisé de toute l'histoire du paranormal. Mais et tout tu me contais que dans le film même, ils n'ont pas voulu de la boîte. Voilà. Parce qu'ils auraient pu utiliser l'original, voilà. mais ils ont dit non. À l'époque, lorsqu'ils ont fait le film, c'est Jason Axton qui en était le propriétaire, et Jason Axton s'est proposé de leur prêter la vraie boîte à Dibouk. C'est parce qu'il y avait eu un article qui était paru dans le Los Angeles Times qui racontait les péripéties de la boîte, et Hollywood a refusé. Ils ont dit non, on va créer notre propre boîte, mais on ne veut pas travailler avec cette fameuse boîte-là. Et qui est le cave qui a ouvert la porte? François Gagnon. Et voilà. Bon week-end, François. Merci pour ton cadeau.